Bonjour à tous, il est 13 h à Abidjan. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 20 septembre. Les femmes parlementaires de la CEDEAO reconnaissantes à la première dame pour ses actions humanitaires. Elles l'ont exprimé à Dominique Ouattara au cours d'une audience. Et on parlera également dans ce 13 h des enfants de la rue, victimes d'abus, enfants dits sorciers. 6 000 enfants parmi eux bénéficient aujourd'hui d'un projet pour protéger leurs droits. 6 quartiers ici à Abidjan sont concernés. Le bilan à mi-parcours dans ce 13 h. Et enfin, en Éthiopie, au moins 58 personnes ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires. Que s'est-il réellement passé? Vous le verrez dans cette édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Les femmes parlementaires de la CEDEAO chez la Première Dame, elles apprécient les différentes actions que la Première Dame pose sur le plan humanitaire. On fait le point avec Mahama Traoré et Alvarassa. Une délégation de 25 femmes au cabinet de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara. Elle représente le réseau des femmes parlementaires de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Créée en 2010, cette association mène le combat de la parité et de l'égalité et des genres dans la sous-région. Elle mène également des actions humanitaires. Nous avons demandé son soutien pour le renforcement des capacités des femmes du Parlement, de la CEDEAO, de nous soutenir surtout dans la promotion et l'émancipation de femmes. Bien sûr que c'est souvent politique, mais elle a dit qu'elle partage, surtout quand on parle de parité. Elle voudrait bien aujourd'hui qu'on parle de la femme à tous les niveaux, que ce soit sur le plan électif ou le plan nominatif. La Première Dame, Dominique Ouattara, a saisi l'occasion de cette rencontre d'échange pour présenter à ses hôtes les activités de la Fondation Children of Africa. J'ai créé cette fondation en 1998, quand nous étions encore aux États-Unis, d'où le nom en anglais d'ailleurs, qui est une fondation internationale qui a été créée donc aux États-Unis, en Côte d'Ivoire et en France également. Nous travaillons dans 11 États d'Afrique et nous avons des partenaires privés, nationaux et internationaux. Au niveau de la santé, nous avons des campagnes de vaccination. Souvent, il s'agit de la fièvre typhoïde ou de la méningite, parce que c'est des affections qui sont les plus courantes. Et nous avons également une caravane ophtalmologique. Nous équipons les hôpitaux et les centres de santé à l'intérieur du pays, comme c'est souvent le cas. Récemment, en mars dernier, nous avons pu livrer l'hôpital mère-enfant qui a été construit et équipé par la Fondation et qui comporte 130 places et lits. Cet hôpital est un hôpital dont personnellement la Fondation, nous sommes très fiers parce qu'il a fallu obtenir beaucoup de moyens. Donc les gens ont dû nous faire confiance. C'est un hôpital qui a coûté 25 milliards de francs CFA et qui aujourd'hui rend beaucoup de services à la population. Cette toute première rencontre a été le lieu pour le réseau des femmes parlementaires de solliciter le soutien de la Première Dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, notamment en vue de mener un plaidoyer auprès des autres Premières Dames de la sous-région pour l'amélioration des conditions de la femme. Les sénateurs renforcent leur capacité sur l'organisation des travaux parlementaires, une initiative du secrétariat général du Sénat. Il s'agit de permettre à ces élus de se familiariser avec la pratique du travail parlementaire, les droits et devoirs d'un sénateur afin de faciliter l'accomplissement de leur mission, nous dit Konaté Moussa. Les sénateurs ont pour rôle de proposer des lois, de les étudier et les voter. Ils sont organisés en commission pour mener des réflexions. Ces pratiques du travail parlementaire sont au cœur de ces séminaires de formation. Il s'agit de permettre à ces élus de se familiariser avec les procédures parlementaires pour une meilleure exécution de leur mission. Nous allons leur indiquer clairement comment les commissions sont saisies et comment les discussions générales sont menées au sein des commissions pour aboutir au vote des lois avant qu'ils n'aillent en séance plénière pour être adoptés. Cette rencontre va permettre à ceux qui arrivent dans le monde parlementaire pour la première fois de se faire une idée, sinon d'être formés sur les procédures avec lesquelles nous allons avoir à travailler. Nous attendons que les outils
nécessaires pour notre mission nous soient donnés. Des sénateurs ayant une parfaite maîtrise des rouages de leurs fonctions, selon le président Jeannot Ahoussou-Kouadio, ce qui contribue à l'élaboration de projets de loi à fort impact socio-économique. Il faut former les sénateurs sur le mécanisme de fonctionnement du Sénat. Il faut qu'ils puissent s'approprier cela. Et comment analyser les textes de loi, depuis l'exposé des motifs jusqu'au dispositif. Donc il faut les outiller afin qu'ils puissent répondre aux exigences des textes. Ce séminaire de formation se tient du 18 au 21 septembre à la permanence du Sénat à Abidjan. Dans son discours d'ouverture, le président du Sénat a invité les sénateurs à déclarer leur patrimoine à la haute autorité pour la bonne gouvernance, un acte civique pour donner l'exemple. À la Sénat, ensuite, Assemblée nationale, où les députés ont adopté les 2 points à l'ordre du jour de la plénière. Il s'agit du calendrier des travaux parlementaires pour la période de septembre à novembre et la décision du Conseil constitutionnel relative au règlement de l'Assemblée nationale. L'examen et l'adoption de ces points marquent ainsi le démarrage des activités des différentes commissions de l'hémicycle. Parlons maintenant de la 4e revue du programme économique et financier période 2016-2019 plutôt, lancée hier par le ministre de l'économie et des finances. Le programme a pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du plan national de développement. On fait le point avec Jean-Jacques Kwameala. Au premier trimestre de l'année 2018, selon les statistiques du Fonds monétaire international FMI, la Côte d'Ivoire a enregistré une bonne performance économique grâce au dynamisme de la consommation et l'amélioration des finances des entreprises. Résultat, taux de croissance d'environ 8%, une inflation maîtrisée et un ratio d'endettement de 42% du produit intérieur brut en deçà de la norme communautaire. Des résultats qu'il faut maintenir, souligne la chef de mission du Fonds monétaire international à l'occasion de cette 4e revue du programme économique et financier, période 2016-2019. Les 2 parties vont passer en revue les différents critères de performance et repères indicatifs définis conjointement avec le FMI au regard des évolutions de l'économie ivoirienne à fin juin 2018. La stratégie de la mission se découle autour de 3 axes. Première, c'est la convergence à la norme budgétaire de 3% du PIB pour le déficit budgétaire pour l'année prochaine. La deuxième, c'est la poursuite de la mobilisation des recettes domestiques. Et la troisième, c'est de continuer à préserver et à soutenir le développement parallèle du secteur privé. Sur chacun de ces points, des éléments de réponse ont été déjà transmis à l'équipe du Fonds monétaire international et pourront être complétés et affinés lors des séances techniques avec les services. Je reste persuadé que les différents échanges avec nos équipes permettront de définir les meilleures actions à entreprendre par le gouvernement pour le respect des engagements pris dans le cadre du programme économique et financier. Le programme économique et financier a pour objectif d'accompagner la mise en œuvre du programme national de développement, période 2016-2020. La contribution du FMI s'élève à ce jour à 280 milliards de francs CFA. La mission d'évaluation du FMI va séjourner en Côte d'Ivoire du 19 septembre au 3 octobre prochain. Et au niveau de la fonction publique, la trêve sociale, 13 mois après, quel bilan? Il y a eu une rencontre à Bassam où État et organisations syndicales ont fait le point. On retient que 90% des points soulevés par les signataires ont été mis en œuvre, nous dit Grace Kando. Les organisations syndicales se sont engagées à privilégier la voie du dialogue social pour trouver des solutions idoines à leurs revendications. En contrepartie, l'État s'est engagé à contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. C'était en août 2017, à la signature du protocole d'accord instituant la trêve sociale. 13 mois plus tard, les 2 parties font le point. 90% des points d'accord ont été mis en œuvre, de l'appurement du stock des arriérés à l'intégration des journaliers à la fonction publique en passant par la modification de la pension de retraite 2012. Les revendications sur lesquelles nous avons fait la grève générale, nous avions 5 points et sur les 5 points, l'État a concédé l'ensemble des points. Les manquements que les fonctionnaires ont relevés, c'est qu'ils ont noté qu'au niveau du stock des arriérés, par exemple,
il y avait une lenteur dans le paiement, un émiettement, une absence d'un chronogramme clair qui indique à quel moment chacun sera payé. Le gouvernement est en train de faire la mise en œuvre. Le gouvernement a tenu toutes ses promesses. Je veux demander aux organisations syndicales de respecter leur partie. Surtout la partie de revendication dans le dialogue. Un comité de suivi de ce protocole d'accord sur la trêve sociale, dirigé par la primature, a été mis sur pied pour veiller au respect des engagements. Ce comité de suivi, qui est composé paritairement de l'administration et donc les organisations syndicales, se réunit de manière régulière pour procéder à l'évaluation de l'application de l'accord donc avec les syndicats. Et je peux vous assurer que les choses se passent très bien donc avec les partenaires sociaux. Promotion du dialogue social dans le secteur privé, prévention et gestion des conflits, techniques et approches des négociations en matière de revendications syndicales, autant de sujets qui seront abordés au cours de cette rencontre. Et pendant ce temps, c'est la rentrée des classes. 10 jours que les élèves ont repris le chemin de l'école. L'une des préoccupations des parents, c'est l'achat des ouvrages scolaires. Librairie conventionnelle ou librairie par terre, qu'est-ce que les parents préfèrent? Grace Kando a mené l'enquête pour vous. Rentrée scolaire rime avec achat de fournitures. Quelques jours après l'ouverture des classes, les parents d'élèves se bousculent encore dans les librairies. Célestin a choisi ce moment pour acheter des ouvrages de sa fille en classe de 4e. Son choix s'est porté sur du neuf. Quand un enfant a des ouvrages un peu nouveaux, ça le motive pour le travail. Ici, quand vous venez, bon, vous avez tout en place, vous prenez une bonne foi, et puis bon, tout sur place, et puis bon, vous partez. Tout comme Célestin, plusieurs parents d'élèves préfèrent offrir des ouvrages neufs à leurs enfants pour diverses raisons. Je préfère acheter les nouveaux livres parce qu'il n'y a pas de taches dedans. Là, les enfants voient bien pour étudier. Avec d'autres, ils ont déjà utilisé. Souvent, il y a des taches. Souvent, il y a des pages aussi qui sont enlevées. Je préfère les nouveaux livres par rapport aux anciens. Souvent, quand on prend les anciens livres sur le marché, c'est les livres volés. Maintenant, pour éviter qu'on accuse l'enfant de vol à l'école, je préfère les nouveaux livres sur le marché. Pendant que certains parents d'élèves optent pour de nouveaux livres, d'autres se tournent vers les librairies à ciel ouvert, communément appelées librairies par terre, pour des critères financiers. Et pour cause, c'est avantageux, ça nous revient un peu moins cher quand même. C'est vrai qu'on paye quelque chose, mais c'est encore mieux par rapport à payer le nouveau. Par exemple, le livre de physique, le nouveau peut coûter 11 000 secondes, comme ça fait 11 000. Alors que si tu es venu avec l'ancien livre, tu changes, tu mets peut-être, elle va te dire 2 000, bien 1 000 francs dessus, au lieu de payer 11 000. Voilà, c'est selon les livres et puis les prix des livres aussi. Kadi, vendeuse d'anciens livres, explique le fonctionnement des échanges entre vendeurs et parents d'élèves. La pratique consiste à troquer des ouvrages de l'année écoulée contre ceux de l'année en cours en y ajoutant une petite somme d'argent. C'est selon l'état de votre livre qu'on vous fait l'échange. Maintenant, si vous envoyez un livre qui est un peu vieux, que vous voulez un nouveau, on fait le prix. Si ça vous arrange, il n'y a pas de souci. Mais ils veulent beaucoup les livres un peu plus propres. C'est les livres de maths, physique, français, anglais. C'est ce qui sort beaucoup. Voilà, au niveau des échanges. Pour ceux qui ont beaucoup d'enfants, c'est encore moins coûteux. Même souci d'économie au Collège Notre-Dame d'Afrique de Biétré. Chaque année, une foire aux livres est organisée. Elle permet aux parents d'élèves d'acheter des ouvrages à coût réduit. Ce qui est bien, c'est que ce livre, à 6 000 francs, on peut le trouver à 12 000 francs à la librairie. Parce que vous voyez, ce livre de mathématiques m'a été vendu à 4 000 francs. Il peut aller jusqu'à 9 000. Donc je viens de faire une très belle affaire. En tout cas, je suis content et je suis heureux. Chaque année, les élèves qui passent en classe supérieure, cette fois-là, viennent vendre leurs livres à moitié prix et puis à racheter pour la classe supérieure. Et c'est pour permettre aux parents qui n'ont pas les moyens de venir se procurer les livres pour la rentrée. Oumou, élève en classe de première, est comme ses autres camarades venus vendre ses livres.
Je suis venue avec 3 livres et finalement j'ai pu les vendre. Et comme je passe en première, ça me permettra d'acheter mes livres de première et d'aider mes parents financièrement. Des établissements transformés en librairies éphémères ou troquent dans les librairies par terre. Toutes les solutions sont bonnes pour les parents, particulièrement soucieux à chaque rentrée scolaire. Surtout quand les manuels changent, ce n'est pas le cas cette année, contrairement à la rumeur. Sur la question, la direction de la pédagogie et de la formation continue rassure. Si vous êtes au primaire, les nouveaux livres qu'on a sont des livres qui datent de 4 ans. Ça, c'est au CP1, CP2. Au CE1, CE2, CM2, les livres remontent à 8 ans. Nous sommes seulement en train de les écrire, de les changer. Ça sera dans 1 an, 2 ans qu'on va les changer. Donc, c'est pour rassurer les familles que les livres n'ont pas changé. Chaque année, de nouveaux livres arrivent, c'est vrai. Mais on n'a pas mis un autre, les anciens livres dehors. Seulement, les nouveaux livres sont plus conformes au programme. Donc, ils sont plus utiles. Librairie conventionnelle ou librairie par terre, les parents d'élèves s'activent à offrir des ouvrages à leurs enfants. Pour cette rentrée scolaire 2018-2019, ce sont 7 millions d'enfants qui sont attendus. Et voilà, c'est donc la rentrée des classes. Il faut déjà commencer à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Un collège de proximité donc pour lutter contre ces grossesses. Et là, nous sommes dans le département de Transua. C'est un collège de base 3 pour lutter contre les grossesses en milieu scolaire. Un phénomène de plus en plus préoccupant dans la région du Gontougo. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Intéressons-nous maintenant aux enfants de la rue. Parmi eux, 6 000 enfants bénéficient aujourd'hui du projet Promouvoir et protéger les droits des enfants dans 6 quartiers d'Abidjan. C'est un projet de Save the Children qui fait le bilan dans ce reportage de Patricia Oumou-Etia. Le projet Promouvoir et protéger les droits des enfants a débuté en 2017 et prend fin en 2019. 6 000 enfants des quartiers à forte concentration d'enfants des rues et autres enfants vulnérables sont visés par le projet. Ils viennent d'Adjamé, de Yopougon, d'Abobo, de Trècheville, d'Atekoubé et du Plateau. Les premiers résultats du projet indiquent que 100 communautés cibles ont été approchées afin d'améliorer leurs connaissances sur les droits des enfants. À mi-parcours, ce projet a déjà atteint 3 000 enfants en rupture sociale, victimes d'abus, de violences, d'exploitation ou de négligence. Il y a eu le phénomène des enfants qui a défrayé la chronique. Aujourd'hui, on n'utilise plus ces termes. On utilise les enfants soit en conflit avec la loi, pour ceux qui ont eu un contact avec la justice, et les enfants en rupture sociale, qui sont tous ces enfants en situation de rue. Tous ces enfants-là, ce sont des enfants vulnérables. Ce sont des enfants qui devaient se retrouver à l'école aux heures dites de classe. Ils se retrouvent dans la rue. Tout le monde est quand même responsable. Chacun a une petite part de responsabilité, mais les parents y sont également pour beaucoup. Le gouvernement a pris un décret qui institue le comité multisectoriel de lutte contre le phénomène des enfants en rupture sociale. Les concernés sont familiers de la mise en œuvre de ce projet qui va leur permettre de s'épanouir dans un environnement familial sans danger. Les parents doivent prendre l'engagement de protéger, de leur donner l'amour, l'affection. Selon le chef du projet, les acteurs travaillent sur 3 axes que sont la prévention, la réponse et le plaidoyer. Nous avons des activités de sensibilisation de masse, mais des activités de sensibilisation de proximité. Nous identifions des familles qui ont des enfants dans la rue ou à risque d'avoir des enfants dans la rue. Au thème de ce projet, c'est prendre en charge les jeunes filles. Mais avant de faire une prise en charge, c'est la prévention. Comment nous pouvons prévenir afin de ne pas avoir ces enfants dans la rue. Le projet Promouvoir et protéger les droits des enfants est financé à 80% par l'Union européenne et à 20% par Save the Children et bénéficie de l'appui de ses partenaires que sont le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant et des organisations non gouvernementales ivoiriennes. Autonomisation de la femme, l'ASCAD proroge la date de dépôt des dossiers du concours 2018 sur le thème
Contribution des organisations à l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire. Le prix initialement prévu pour fin août, le nouveau délai c'est dans 2 semaines et c'est à partir du 2 octobre. La cérémonie solennelle pour l'attribution du prix est prévue dans la 2e quinzaine du mois de novembre. Pour le moment, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines enregistre 14 candidatures. On fait le point avec Franck Quadio. L'ASCAD, Académie des sciences, des arts et des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, veut contribuer à l'autonomisation économique de la femme en Côte d'Ivoire. Le prix ASCAD 2018 est la plateforme choisie, un prix lancé depuis le mois de juin. La clôture de dépôt des dossiers fixée au 31 août dernier. L'Académie a cependant choisi de proroger ce délai. Une annonce faite à la presse. Le secrétariat de l'ASCAD a enregistré 14 dossiers de candidature, mais nous avons constaté que nous recevons encore des ONG qui nous demandent si, au-delà de cette limite, elles pouvaient déposer leur dossier. C'est pour tenir compte de cette demande et également pour relancer l'appel à candidature afin que cet appel touche le maximum d'ONG. Il s'agit également de donner la date probable, la période à laquelle va se tenir la cérémonie de remise. Et nous pensons que la cérémonie de remise aura lieu dans la 2e quinzaine du mois de novembre. Le prix ASCAD 2018, rappelons-le, sera doté d'un grand prix de 5 millions de francs CFA et de plusieurs autres prix d'encouragement. Un concours qui concerne les organisations non gouvernementales, les centres éducatifs, structures de formation entre autres, œuvrant dans des secteurs tels l'élevage, l'agriculture, le commerce et le transport. Le prix ASCAD pour le développement de la recherche et de l'innovation est à sa 8e édition. En santé, plus de 200 agents de santé décorés par leur ministre de tutelle. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, encourage ainsi le travail bien fait. Le reportage de Franck Quadio. Plus de 200 professionnels de santé, personnel, agents de direction, enseignants et personnel rattachés, distingués dans l'ordre de la santé comme commandeurs, officiers et chevaliers. Une action de reconnaissance, mais surtout de célébration du mérite et du don de soi. Aujourd'hui, la nation vous témoigne sa reconnaissance en vous attribuant une médaille. Vous la méritez, certes, mais celui ou celle qui détient cette médaille porte une responsabilité morale vis-à-vis de ses contemporains. C'est pourquoi je vous exhorte à redoubler d'efforts pour poursuivre la dynamique ainsi impulsée par le travail. Dès plus de 30 ans de carrière pour les plus anciens ou plus de 10 ans, l'action est pleinement vécue. Je suis heureux depuis le 3 novembre 1962 où il y a eu le premier cours de l'école de médecine d'Abidjan. Tous ces professionnels de santé actuellement se sont engagés dans l'excellence, dans le travail bien fait. Et il est heureux, nous sommes heureux que ces efforts que nous faisons aient été reconnus par notre supérieur, le ministère de la Santé, et donc par l'institution. Cette distinction, c'est une joie inouïe. Je le dirais parce que nous avons travaillé en zone CNO pendant 7 ans, en pleine crise. La motivation n'est pas seulement financière. Quand quelqu'un travaille, on reconnaît ses mérites, je pense que c'est exceptionnel pour nous tous. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Awele, a promis rééditer ce type d'initiative. Notons qu'un hommage spécial en termes de décoration posthume pour les agents de la santé disparus. C'est l'actualité en ce moment au niveau des médias. Fréquence 2, Fréquence Jeune innove avec la radio filmée. Depuis lundi après-midi, vous pouvez écouter et voir les émissions de radio diffusées sur les chaînes de la RTI et en direct aussi sur le digital. Tout de suite, le lancement de la radio filmée en présence des responsables de la RTI et c'est avec Isaïo. Une révolution dans le monde des médias en Côte d'Ivoire avec le concept de la radio filmée. 3 émissions quotidiennes et une hebdomadaire de Fréquence 2 sont désormais disponibles en direct sur le digital. Des capsules de ces émissions seront également filmées et présentées sur les chaînes télé de la RTI, radio-télévision ivoirienne. La direction générale de la RTI a pris la disposition pour réussir ce pari.
Un studio flambant neuf doté de 3 caméras et de matériel de pointe de dernière génération. Des commodités de travail pour permettre aux animateurs de fréquence 2, la fréquence des jeunes, de séduire le public avec des productions de qualité. Comme c'est le cas ici, à l'émission Place Publique, animée par Guy Michel Ablé, qui effectuait pour la circonstance sa rentrée des classes. Fréquence 2 fait partie des 5 meilleures radios les plus écoutées en ce moment, selon les sondages de la structure Africascope. La radio filmée va donner encore une autre couleur à la chaîne, selon les responsables de la RTI. Une autre façon de voir la radio, désormais ils ne se contenteront plus d'écouter, ils pourront voir. Ils auront le choix de soit se contenter du son ou d'associer l'image et de vivre l'ambiance en direct des studios de fréquence 2. Quelqu'un pourra me dire, mais on a l'habitude de voir des images des studios de radio, mais ce ne sera pas dans le même format parce que cette fois c'est vraiment de la vidéo faite pour la radio et on va dire que la télévision ou du moins la radio s'invite à la télé. Nous savons tous que la concurrence sera rude, mais nous ne cessons de le dire, la RTI ne sera pas débordée. La RCI sera à la hauteur. Et cette cérémonie que nous venons de voir nous rassure. Ce n'est pas la première fois, nous avons déjà commencé certaines actions. Ce que nous venons de voir vient s'ajouter à ce que nous avons commencé à faire. Après Fréquence 2, le directeur général Amadou Bakayoko a promis également de mettre les moyens à la disposition de Radio Côte d'Ivoire pour être à la hauteur de ses ambitions. Katiola, et plus précisément à Atienka, a été secoué par des événements. Les faits, un transporteur a été enlevé et le village a été vandalisé. Les cadres du département se sont réunis pour faire le point. Ils plaident pour qu'un point soit fait rapidement sur l'enquête. Le reportage de Ahmed Traoré et Herman Guivé dans nos prochaines éditions. L'actualité internationale de ce jeudi nous conduit en Éthiopie, en République démocratique du Congo et au Libéria, où les autorités libériennes sont sur le qui-vive depuis l'éclatement d'un scandale autour de la disparition de conteneurs et de sacs remplis de billets de banque. Regardez. Un scandale a éclaté au Libéria autour de la disparition de conteneurs de sacs remplis de billets de banque. Depuis le début de la semaine, l'affaire des présumés millions de dollars disparus au Libéria fait la une des quotidiens du pays. L'enquête a confirmé que le montant total de l'argent disparu est de 15 milliards de dollars libériens, soit 83 millions d'euros. Sur la liste des personnes ciblées figure le fils de l'ancienne présidente du Libéria, mais aussi l'ex-chef de la Banque centrale du Libéria. Pour les besoins de l'enquête ouverte, Monrovia vient d'interdire de voyage une quinzaine de personnalités. La Commission électorale nationale indépendante congolaise vient d'annoncer la liste définitive des candidats à la présidentielle du 23 décembre prochain. Sur les 25 candidatures enregistrées, ils ne sont qu'au total 21 à concourir pour la magistrature suprême. Cette publication est sans surprise. Les poids lourds de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Moussito et Moïse Katumbi, sont écartés du scrutin. Au moins 58 morts, c'est le bilan des violences entre communautés ethniques dans la périphérie ouest d'Addis Abeba en Éthiopie. Selon les témoignages, ce sont des bandes de jeunes Oromos qui s'en sont pris à des minorités ethniques qu'ils disent vouloir chasser de leurs terres. Ces conflits touchent désormais la capitale, des violences qui ont fait des millions de réfugiés internes. Et voilà, c'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Yaoyobwe. Merci de votre fidélité. On se retrouve ce soir à 20h.